Nous sommes le 27 juin 1988. Il est 19h10. Une collision entre deux trains vient de se produire à Paris, dans la gare de Lyon. Un train est arrivé en gare avec une vitesse de 70 km/h. Il est venu percuter frontalement un train à quai. Un bilan humain extrêmement lourd. Pendant plusieurs heures, les secours tenteront de sauver la vie de centaines de personnes. Mais la collision a été d'une violence extrême. Beaucoup de passagers perdront la vie. La responsabilité de plusieurs personnes a été engagée. Conducteurs, aiguilleurs, contrôleurs, chacun a agi de la mauvaise manière. Ce qui a entraîné le plus grave accident ferroviaire d'Île-de-France depuis la création de la SNCF. Retour sur l'accident de la gare de Lyon, collision mortelle entre deux trains. Nous sommes dans le train parti pour Melun pour rejoindre la gare de Paray-Lyon. C'est un train semi-direct entre Villeneuve-Saint-Georges et Paris. Une passagère se lève et décide de tirer le signal d'alarme du train pour pouvoir descendre à la gare du Ver de Maison. Une procédure automatique s'enclenche. Les freins sont automatiquement serrés, donc le train s'arrête. Le conducteur réarme le système d'alarme, mais les freins de deux voitures restent tout de même serrés. Impossible de les débloquer. Ceci a été provoqué par le conducteur suite à une mauvaise manipulation. En faisant la procédure nécessaire pour réarmer le système d'alarme, le conducteur a fermé le robinet conduite générale, se trouvant juste à côté. Ceci entraîne donc le fait de ne plus pouvoir faire monter la pression pour que les freins puissent se desserrer. Pensant que l'immobilisation des freins de ces deux voitures est due à une surpression, le conducteur et un membre de la SNCF purgent les réservoirs principaux et auxiliaires des 7 remorques. Cette manœuvre a pour effet de ne plus rendre actifs les freins des voitures. C'est en remontant dans sa cabine que le conducteur s'aperçoit que les manomètres indiquent que les différentes pressions des voitures est normale. Ce qui est logique, car ce dernier a fermé le robinet conduite générale, et donc l'absence de pression dans les remorques n'est pas signalée. Le train repart en direction de la gare de Lyon à Paris. Pause, petit point pour ceux qui n'ont pas tout compris, car il y a beaucoup d'informations résumées. En réenclenchant l'alarme, le conducteur a tourné un robinet coupant la communication entre les freins des deux voitures. Il ne pouvait plus les desserrer. Pensant à une surpression du système, parce que du coup, il ne pouvait plus les desserrer, il décide donc d'enlever la pression des freins de toutes les voitures manuellement. C'est bien parce que maintenant il peut avancer, mais les freins ne peuvent plus être serrés, car il n'y a plus de pression. Car il pense avoir enlevé le surplus de pression, car il pense à une surpression. Lui, il utilise le tableau de bord comme référence. Mais le tableau de bord indique une pression de 8 bars. C'est totalement faussé car il n'y a plus de communication entre la pression des freins et les autres voitures. Il n'y a aucune pression dans les systèmes de freins. On reprend tout de suite. Ces problèmes techniques ont provoqué un certain retard, que le PC de circulation de la gare de Lyon veut rattraper. Il ordonne donc au train de ne pas s'arrêter à Maison-Alfort. Le conducteur ne sait donc pas qu'il n'y a plus de frein. Il s'en rendra compte lors de la première phase de ralentissement dans une pente, à 2 km de la gare de Lyon. À ce moment, le conducteur souhaite freiner, mais seule la tête motrice freine. Toutes les autres voitures du train ne freinent pas. Avec le poids et l'attraction du train, les roues de la voiture motrice glissent littéralement sur les rails. Leur freinage est impuissant. Le conducteur stresse. Il est dépassé par les événements. Il réalise plusieurs actions pour tenter d'éviter le pire. En premier, il appelle le centre de régulation. Il demande d'appliquer la procédure d'urgence à tous les trains, qui a pour effet de mettre en rouge tous les signaux d'arrêt. Dans le stress, le conducteur a oublié de s'identifier. Dans un deuxième temps, il actionne une alerte radio, pourtant interdite dans ce cas d'incident. Cela permet d'envoyer un signal d'arrêt strident à tous les trains se trouvant dans un rayon de 10 km. Le régulateur appelle donc tous les trains susceptibles d'être à la dérive, ignorant quel train l'est réellement, car le conducteur ne s'est pas identifié. Le poste d'aiguillage de la gare souterraine reçoit le message d'alerte. Comme la réglementation le demande, l'aiguillage est bloqué et n'autorise pas la commande manuelle. C'est à ce moment-là, à cet instant précis, que les choses deviennent bien plus graves. L'aiguillage dirige le train sans frein, tout droit vers le train qui est à quai. Le contrôleur du train en gare étant en retard, cela provoque une forte concentration de personnes sur le quai et dans le train. La dernière ligne droite pour le train qui arrive en gare. Ayant une légère pente, le train passe de 30 km/h à 70 km/h. Il est 19h10. Le train 15-39-44 rentre en collision avec le train 15-39-51, stationné dans la deuxième voie. Ce dernier recule de 30 mètres. La voiture qui a été heurtée en premier par le train lancé à pleine vitesse est broyée, écrasée. Il n'y a que 2 survivants de cette voiture. Il y aura au total 56 morts et 57 blessés. Les pompiers et les secouristes vont pendant plusieurs heures tenter de sauver la vie de plusieurs personnes. Les scies à métaux résonneront dans la gare toute la nuit, cherchant sans cesse la vie.
Le premier procès accuse en premier le conducteur à 6 mois de prison ferme, à du sursis pour l'assistant du conducteur qui a aidé à purger les vannes, à une peine de principe pour les aiguillères et la voyageuse. Lors du procès en appel, les agents mis en cause, largement soutenus par la quasi-totalité des conducteurs SNCF, s'en sortent mieux. Du sursis pour le conducteur, une peine de principe pour la voyageuse, et les autres agents ont été relaxés. Ces peines ont drastiquement été diminuées, car il a été mis en lumière la non-conformité des commandes du train, dont le robinet coupant la commande générale, qui n'était pas aux normes. Rappelons-nous, le 27 juin 1988, le jour où un train est rentré en collision avec un autre, coûtant la vie à 57 personnes. Une petite grand-mère qui était montée avec sa petite fille et qui avait été s'asseoir vraiment au fond, donc elle était contre la motrice. Je pense qu'elle n'a pas pu en sortir.